y est, on est de retour, on est dans la place. Preuve du temps qui a passé depuis la dernière vidéo, ma légère repousse capillaire. On pourrait me comparer au choix à Tokyo, Clarisse, Edna même. Mais certains d'entre vous ont trouvé une ressemblance avec Willy Wonka. Ah, vous me le dites, hein, si vous voulez que je reparte pour 4 mois de plus, y a aucun problème. Mais surtout, j'ai dû essuyer un enchaînement de merde. Oh là 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 là. Déjà, on commence en février avec un bon dégât des eaux, regardez-moi ce désastre. J'ai ensuite failli crever asphyxiée à cause d'une chaudière à fioul mal entretenue. Mais surtout, je me suis occupée d'une personne de ma famille qui est tombée malheureusement très gravement malade. Bon, évidemment, en ces 4 mois d'absence, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles, hein, je vous rassure. Déjà, j'ai reçu ma première accréditation professionnelle pour le Festival de Cannes. En espérant qu'il soit maintenu, bien sûr. Mais surtout, j'ai été sélectionnée pour les Bordeaux Geek Fest Awards. J'ai été sélectionnée dans la catégorie Review Ciné avec 3 autres super chaînes. Le Clap, Guillaume Cassard et Le Grimoire d'Arthur. Si vous voulez m'aider à gagner, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en barre d'infos et vous votez pour ma vidéo. Petit tip que je vous donne en plus, vous pouvez voter toutes les heures. Ce qui veut dire que vous pouvez voter plusieurs fois pour la même personne et donc augmenter le nombre de votes en sa faveur, mais aussi en plus voter pour plusieurs d'entre nous. Et maintenant, je vous laisse profiter de l'épisode. Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Quand on nous demande de citer les 7 arts, on a parfois un petit peu de mal. Heureusement, nous autres cinéphiles avons la chance de pouvoir nous reposer sur le 7e, qui a la particularité d'être le seul à réunir tous les autres. Il y a tout d'abord l'architecture, la sculpture, les arts visuels qui regroupent les arts plastiques traditionnels et ceux utilisant les nouvelles technologies, la musique, like a child who was always poor, reaching out for more, I can feel the hunger growing, la littérature, fiction A to Z, where all is possible. Where a boy's imagination can take root and grow to incredible heights. Les arts de la scène. Et enfin, bien sûr, le cinéma. Si le lien entre le 7e art et tous les autres semble évident, j'ai eu envie de me pencher sur un de ces liens en particulier, qui se trouve être un des plus récents, même s'il touche à une pratique presque aussi vieille que l'humanité elle-même. Le tatouage, dessin appliqué sur la peau de façon permanente, existe au moins depuis le néolithique et a traversé toute notre histoire. Du fait de son intemporalité, il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'il ne soit introduit au cinéma. Aujourd'hui en France, environ 20% de la population porte au moins un tatouage. Entre l'aspect mémoriel, les effets de mode, l'envie de perpétuer une tradition, l'influence thérapeutique ou une simple appréciation esthétique, il existe autant de raisons de se faire tatouer que de styles différents. Mais même si la pratique du tatouage s'est aujourd'hui démocratisée, elle continue de se trimballer tout un paquet de clichés et d'images parfois mensongères. En partie parce que, pour un grand nombre d'entre nous, l'introduction au monde du tatouage s'est faite par le cinéma. Au cours de mes recherches, j'ai été assez impressionnée par le nombre de films montrant des tatouages. Même si je me doute qu'il en existe bien plus, j'en ai trouvé plus de 70, avec environ une vingtaine sortis avant les années 2000, donc avant la période où le tatouage a vraiment commencé à s'étendre hors des groupes spécifiques qui en portaient jusque-là. J'ai donc eu envie de voir comment ce corpus de films traitait cet art et de quelle façon sa représentation par ce média pouvait influencer la vision que le grand public en avait. Un sujet bien plus vaste et complexe qu'il n'y paraît. Comme je l'ai dit plus tôt, l'origine du tatouage remonte à l'aube de l'humanité et on en trouve des traces à chaque recoin du globe. Cependant, le judaïsme puis l'Ancien Testament, interdisant toute inscription entaillée ou marquée à l'encre indélébile, la pratique du tatouage se marginalise peu à peu en Europe, mais elle perdure sur tous les autres continents.
les peuples blancs redécouvriront cet art ancien à travers l'exploration maritime et, malheureusement, la colonisation. Le tatouage devient alors exotique, primitif dans l'imaginaire colonialiste, une marque du lien à la terre, mais aussi une forme de sauvagerie, de par ses visages humains dont ces dessins viennent en quelque sorte déformer les traits. C'est cette vision colonialiste d'une pratique liée à un peuple barbare adepte de la violence et de la torture physique qu'illustre Mel Gibson dans Apocalypto. Si le peuple du personnage principal, tribu forestière pacifique, arbore bien des traces de scarification ethnique comme on en voit aujourd'hui sur des personnes vivant en Afrique de l'Ouest, il existe bien un contraste avec les guerriers mayas, aux tatouages et autres arts corporels qui ornent leur visage, leur donnant un aspect quasi démoniaque. Le film fut d'ailleurs très critiqué pour l'exagération de la violence de la société maya et l'apparence stéréotypée de son peuple. On peut se dire que la diabolisation par le marquage du visage vient de nos propres tabous occidentaux, où un visage tatoué est un signe d'ostracisme. On est bien loin d'un film comme La Momie, où Art Pei affiche sur son visage son statut de chef des Medjay, descendant des gardes de Pharaon et peuple protecteur de l'Égypte. Bien que plus inspiré des romans pulp et de la série des monstres de Universal que par une quelconque vérité historique, ces tatouages sont non seulement pensés pour être esthétiques, mais aussi comme une marque de sa loyauté, de son courage et de son rôle de leader. Une vision autrement plus positive. Le film qui va aller se promener sur le fil du rasoir entre ces deux visions est L'âme des guerriers, film néo-zélandais traitant de la condition des Maoris. Un groupe de jeunes, dégoûtés par ce qu'ils jugent comme de la décadence de la part de leurs aînés vivant dans la banlieue pauvre d'Auckland, tentent de retrouver l'âme des guerriers de leurs ancêtres à travers la violence. Cette volonté de retour à la source s'incarne dans les tatouages traditionnels qu'ils portent de la façon la plus visible possible, dans une forme de rébellion contre la société post-coloniale dont leur communauté continue de subir les conséquences, alcoolisme, pauvreté, mais aussi de respect profond pour leur culture. Si on les méprise parce qu'ils sont maoris, autant porter fièrement leur appartenance, quitte à en pervertir l'héritage par leurs actions violentes. Bro, now you've met your new family. Talk! Dans un tout autre registre, cet usage du tatouage traditionnel comme lien indéfectible à une civilisation ancienne se retrouve dans le personnage d'Aquaman, incarné par l'acteur hawaïen Jason Momoa. Les tatouages qui recouvrent le corps du super-héros trouvent leur inspiration dans le tatouage tribal, style abstrait inspiré de l'art traditionnel des tribus du Pacifique, fait de lignes noires complexes et très populaire dans les années 90 et 2000. Dans la stratégie Ender, Ben Kingsley porte d'authentiques tatouages Tamoko en contraste total avec l'univers futuriste du film. Son personnage célèbre ainsi son héritage, étant à moitié maori par son père. Cette thématique de l'héritage, d'un savoir à transmettre à la génération suivante, est intrinsèquement liée à sa caractérisation. Une des représentations les plus positives qu'on ait eues du tatouage au cinéma ces dernières années est étrangement venue d'un film familial venant d'une des sociétés les plus puissantes et formatées au monde. Dans Vaiana, le 56e classique d'animation Disney, Maui, demi-dieu inspiré d'un des plus grands héros de la littérature orale polynésienne, est un être arrogant, imbu de lui-même et égoïste. Ses tatouages, en plus de parfaitement épouser ses muscles pour mettre son corps en valeur, telle une armure, sont des illustrations de ses différents exploits. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at that, me, mini, Maui. Mais au-delà de leur usage narcissique, ces tatouages perpétuent la tradition de narration picturale telle qu'on la voit à plusieurs reprises dans le film. En plus, le tatouage n'est plus seulement un outil esthétique, il devient un personnage en lui-même. Son mini-moi est la conscience de Maui, la voix de la raison, ce qu'il y a de meilleur en lui. Cet art prend une dimension exclusivement positive dans le film. Et c'est encore plus fort qu'il s'agisse d'un film destiné à un jeune public quand on sait leur pouvoir d'influence. Ça aussi on y reviendra. Le tatouage au cinéma est, comme dans la vraie vie, une expression de l'identité du personnage qui le porte. Il montre son parcours,
et ses dilemmes. Parfois même au sens littéral, comme le tueur en série Francis Dolarhyde dans Dragon Rouge qui affiche sa part de monstruosité directement sur sa peau. Une autre version de cette externalisation du mal par le marquage sur la peau est présente dans La Nuit du Chasseur. Le révérend Powell, qui est aussi un tueur en série s'attaquant aux veuves, aime embobiner les gens en leur racontant une histoire sur le bien et le mal à l'aide des mots amour et haine écrits sur sa main droite et sur sa main gauche. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging one against the other. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. It's love that won, and old left hand hate is down for the count. Dans une scène où il essaie de retrouver les enfants de la dernière veuve qu'il a tuée, il se présente à la femme chez qui ils se sont réfugiés. Il commence son récit en mettant en avant sa main droite avec le mot amour, le mot haine étant dissimulé. Un prédateur tentant de se faire passer pour un agneau du Seigneur. Parfois, le tatouage devient une cible indélébile gravée sur la peau. Dans Hitman, l'agent 47 porte un mystérieux code barre à l'arrière du crâne. Inspiré dans la mouvance punk, ce code barre indique la façon dont le personnage perçoit son statut d'assassin. Il n'est qu'un outil dont on peut louer les services. Ce tatouage présente la seule façon de l'identifier, mais le déshumanise totalement. Le tatouage comme outil de caractérisation de personnage atteint son apogée dans Les Anges de Boston. Les frères McManus sont bien décidés à nettoyer Boston de ses criminels après une bagarre meurtrière provoquée par des mafieux russes. Présentés par la presse comme des héros, persuadés d'avoir été désignés par Dieu pour pourchasser les criminels, les McManus s'allient à Il Duce, un tueur à gages envoyé à leur trousse par Papa Joe, mais qui se révèle être leur père. Les deux frères portent de nombreux tatouages en référence à la foi chrétienne. En particulier Murphy qui porte une immense image des pieds cloués du Christ sur la croix. C'est une image de martyr, mais se concentrant sur la souffrance physique, la barbarie. Il n'hésitera pas à souffrir et à faire souffrir pour ceux en quoi il croit. D'ailleurs, le fait que Il Duce est envoyé par Papa Joe pour tuer ses fils, mais refuse de finir le travail, peut être vu comme une inversion de l'épisode biblique du sacrifice d'Isaac, ordonné par Dieu à Abraham pour prouver sa foi. Les McManus développent leur propre vision de la foi et de la religion, quitte à en pervertir le message. Dans le climax du film, lors du procès de Papa Joe au cours duquel il semble qu'il va s'en sortir, les trois hommes pénètrent dans le tribunal pour l'exécuter. Leur tatouage le plus important prend tout son sens. Chacun porte sur une main un mot en latin, Veritas et Equitas. Le mot se situe sur le doigt qui appuiera sur la détente. Ce n'est pas juste l'expression de la vision moralement discutable de ces notions que les McManus partagent, mais surtout une désillusion face au système judiciaire et à la société américaine en général. Les McManus sont moins les anges de Boston que l'incarnation d'une culture américaine pervertie par la violence et la corruption. Leur frénésie religieuse montre la recherche d'une pureté illusoire et qui donc en devient violente. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Au-delà d'être une caractérisation physique des personnages, on voit donc que le tatouage peut devenir un outil scénaristique mis en valeur soit pour expliciter le propos d'un film, soit pour en faire avancer l'intrigue. The Illustrated Man, inspiré de 3 histoires courtes de science-fiction écrites par Ray Bradbury en 1951, présente le personnage de Carl, qui recherche une femme mystérieuse qui aurait couvert son corps de tatouages étranges. Tatouages qui prennent vie et projettent des visions que Carl montre à Willie, un jeune voyageur. En plus d'être déclencheur de plusieurs scènes du film et son sujet principal, les tatouages de Carl, ou plutôt les illustrations cutanées comme il les appelle, sont l'élément fantastique qui permet d'introduire le pan de science-fiction de l'histoire. You see that blank space on my back there? See it? And now the people look into that and they see the future. But if you want to see your future, you may have to pay a price because you may look in there and see how you're going to die. You may look in there and see what you're going to look like when you're old and rotten and shriveled and mean and through. Well, people don't like to see that, do they? No, they don't. So after a while, they don't like me, and then after a while, they grow to hate me. On a le même principe dans Memento de Christopher Nolan. Leonard Shelby pourchasse le meurtrier de son épouse Catherine. Cependant, ayant reçu un violent coup à la tête pendant l'attaque, il souffre d'amnésie et n'a aucune mémoire immédiate à partir du moment du meurtre. Pour garder le contrôle de son enquête et de son environnement, il utilise des polaroïdes, des notes,
mais surtout, il choisit d'inscrire dans sa peau les indices les plus importants. License plate SG137IU. It's him. Cependant, ce système n'est pas infaillible puisque Leonard ne se souvient pas des circonstances dans lesquelles ces tatouages ont été réalisés. Et du fait de la narration non linéaire du film, on leur découvre parfois un sens complètement différent de celui établi au départ. Ces tatouages servent d'indice au personnage principal pour avancer dans sa quête, mais ils servent aussi aux spectateurs et spectatrices pour découvrir les différents retournements de situation. Mais je préfère m'arrêter là et vous inviter à visionner Memento pour en apprendre davantage. C'est un film à découvrir, pas à raconter. Dans The Tattooist, le personnage principal, qui se trouve être tatoueur, vole des outils maudits et s'en sert pour tatouer ses clients, en faisant sans le vouloir des cibles pour l'esprit vengeur qui l'a réveillé. Cette fois, c'est le tatouage et sa pratique qui sont les tenants et aboutissants du récit. Cette fois-ci, c'est le tatouage et sa pratique qui sont les tenants et aboutissants du récit. Dans d'autres œuvres, les tatouages remplacent les cartes et indices habituels pour aider les héros à atteindre leur but. Des jeux de pistes inscrits directement à même la peau, à travers lesquels les personnages deviennent eux-mêmes des indices vivants. Come on. It'll be fun. I promise. Ils sont aussi des outils qui aident les personnages à accomplir des tâches, comme l'occultiste Constantine qui utilise les symboles inscrits sur son bras pour convoquer des êtres surnaturels. Ils servent aussi à établir l'univers que l'on nous présente, à nous l'expliquer et à l'incarner. Dans Glass, la mise en avant des tatouages en forme de trèfle permet d'amener à la conclusion du film et de boucler la trilogie que forme ce film avec Incassable et Split. Mais là encore, je préfère vous laisser les découvrir. Le fait d'inclure le tatouage dans la structure même du scénario, que ce soit en outil ou en sujet principal, a très certainement aidé à sa popularisation au fur et à mesure des décennies, dans le sens où on le voyait atteindre des sphères et des groupes sociaux nouveaux. Mais il peut aussi en renforcer les stéréotypes. Ce commerce d'influence entre tatouage et société se fait parfois à double sens. Dans Red Cherry, le sadisme de l'antagoniste principal, un général nazi qui aime pratiquer les tatouages sur les prisonniers dont il a la charge, est bien sûr une référence non seulement aux médecins comme Joseph Mengele, qui ont utilisé les victimes des camps nazis comme cobayes pour leurs expériences les plus sordides, mais surtout au marquage de ces victimes à Auschwitz. Ces tatouages, réduisant ces personnes à de simples nombres, sont devenus un des symboles les plus forts de l'Holocauste et sont utilisés au cinéma pour évoquer ce génocide. On a à peu près la même chose dans American History X, où les tatouages de Derek sont directement inspirés des mouvements néo-nazis américains et des différents symboles qu'ils utilisent. Il est intéressant de noter que depuis quelques années, il y a eu une plus importante pratique du cover pour effacer des tatouages néo-nazis, certaines associations proposant ce service gratuitement. Mais la différence, c'est que American History X a involontairement aidé à glorifier cette iconographie. Certes, Derek et les membres de son groupuscule sont montrés comme des criminels fanatiques et violents, mais ils sont aussi montrés comme des hommes virils et dominants qui savent imposer le respect, même si c'est par la peur. Et malheureusement, c'est une image qui reste séduisante pour beaucoup de personnes. Avec la démocratisation du tatouage, arrive aussi toute une partie de néophytes qui n'en ont pas forcément acquis les codes et qui n'ont pas non plus l'expertise de la qualité du travail. Bon, en bref, qui ont des goûts de chiottes. On se retrouve ainsi depuis les années 2000 avec des articles consacrés au tatouage raté. Les adeptes de cet art deviennent, dans l'esprit collectif, des inconscients inconséquents adeptes de cette « mode » entre guillemets, et dotés d'un mauvais goût prononcé, parfois prêts à marquer leur peau de façon permanente juste pour le lol. What does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! You idiot! 你白鬼佬，你根本就係冇眼睛啊 ！Your tattoo says dude. Your tattoo says sweet. Got it? Si le cinéma peut être influencé par les différents effets de mode qui traversent le tatouage, il peut aussi en devenir une source d'inspiration.
Au-delà de la reproduction des œuvres qu'on voit dans les films de la part des fans les plus investis, Une Nuit en Enfer a par exemple influencé tout un pan de l'industrie. À partir du début du XXIe siècle, les tatouages tribaux, comme celui que porte George Clooney, ont été parmi les plus populaires, en particulier chez les hommes, puisqu'ils représentent la force et la puissance. La preuve, dans Very Bad Trip 2, le pauvre Stu se retrouve avec le visage tatoué, un tatouage qui est une copie du tatouage tribal du boxeur Mike Tyson. Petite anecdote, l'artiste qui avait réalisé le tatouage de Tyson, R.S. Whitmill, a menacé de faire arrêter le tournage pour toucher des dommages et intérêts concernant une copie non autorisée. Et oui, parce que beaucoup de monde oublie que les tatouages sont des œuvres copyrightées qui appartiennent aux artistes et qui donc ne peuvent pas être reproduites n'importe comment sans sa permission. Ces deux exemples montrent bien le pouvoir d'influence du cinéma sur la société, en particulier quand le phénomène est lié à une célébrité appréciée. D'un autre côté, le tatouage est devenu si populaire que beaucoup d'acteurs et actrices en ont adopté, bien que ce soit une transformation physique irréversible, ou du moins très difficilement. I mean, my mother told me not to get tattoos, and I thought she didn't know what the hell she was talking about. And now, of course, you know, cut to 20 years later, I'm having them all removed by this laser procedure that is very painful. Is it? But I took my kids on a couple of the appointments for the procedure, so they could see how much pain it was causing me. Wow. But they didn't care. Ces atouts permanents sont désormais de plus en plus inclus dans la caractérisation physique des personnages qu'ils et elles interprètent. Une autre façon d'inclure et de normaliser cet art dans l'esprit du grand public, même quand c'est pas forcément fait exprès. Parfois, ce commerce d'influence se fait de façon plus subtile. Dans Le Tatoué, qui réunit Jean Gabin et Louis de Funès après la traversée de Paris, le marchand d'art Félicien Mézeray cherche à convaincre le châtelain désargenté Enguerrand de Montignac de lui vendre la peau de son dos, sur lequel se trouve un tatouage réalisé par Modigliani. Ce film, datant de 1968, aide à inscrire le tatouage comme art à part entière, en le rattachant à un artiste prestigieux. C'est le talent et la qualité du trait qui comptent, le corps ne devenant finalement qu'un simple support pas plus illégitime qu'une toile en tissu. Ce lien réciproque entre tatouage et société qui s'influencent l'un l'autre est encore plus clair quand on se penche sur une vision stéréotypée qui lui colle toujours à la peau. Si le tatouage est initialement une pratique sociale servant l'unité du groupe, un rite de passage ou une porte vers la spiritualité, il a aussi malheureusement été utilisé très tôt pour marquer de force des individus marginalisés, notamment dans le cadre carcéral. Cependant, il est utilisé volontairement par les prisonniers eux-mêmes comme un passeport de leurs crimes commis, ou une marque de reconnaissance. On peut penser par exemple au tatouage traditionnel japonais ou irezumi. Tout au long de l'histoire du pays du soleil levant, la pratique s'est étendue à plusieurs corps de métier autres que chez les hors-la-loi, même si elle reste quasiment inexistante parmi les samouraïs, puisque la pensée confucéenne interdit les modifications corporelles. Après l'interdiction officielle du tatouage de la part du gouvernement Meiji datant de 1872, et qui sera levée entre 1945 et 1948, il faudra attendre les années 70 pour que les Horishi sortent vraiment de l'ombre. Malheureusement, pendant ce quasi-siècle d'interdiction, l'irezumi est devenu l'apanage des Yakuza, la mafia japonaise. Encore aujourd'hui, au Japon comme dans d'autres pays d'Asie de l'Est, le tatouage en général est encore lié dans l'esprit des gens à la criminalité, au point où beaucoup d'établissements, comme les onsen ou bains publics au Japon, sont carrément interdits aux personnes tatouées, même les touristes étrangers. En revanche, l'irezumi est devenu très populaire chez les Occidentaux, du fait de la présence des soldats américains dans le pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait appel au service des Horishi pour orner leur corps. Le dragon, symbole de pouvoir, de puissance physique et spirituelle, ainsi que de bonne fortune, est un des motifs les plus populaires. Beaucoup de ces tatouages sont inspirés de ceux que les prisonniers se font faire dans les prisons russes, qui reprend souvent une iconographie religieuse. Un peu comme pour adresser un message au milieu judiciaire ou carcéral que ces criminels n'obéissent qu'à une seule autorité, celle qui vient des cieux. Par exemple, la représentation d'édifices religieux est liée au nombre d'années passées en prison ou au nombre de condamnations, selon le nombre de clochers. Quant à l'étoile à 8 branches sur les clavicules ou les épaules, elle désigne ce qu'on appelle les voleurs haut gradés, ou quelqu'un qui refusera toute coopération avec le personnel pénitentiaire. Dans le cas des tatouages des membres de groupuscules néo-nazis, oui, parce que le nazisme est un crime, pas une opinion politique, ils sont l'expression d'une volonté de se placer en marge et de s'opposer au système en marquant leur corps de symboles infamants. Oui, parce que les néo-nazis continuent d'essayer de vendre la fable selon laquelle ils seraient anti-système. Mais après tout, il y a bien des gens pour croire encore que le Covid-19 n'existe pas, donc bon. Le film Sin Nombre,
Lui se penche sur le cas des tatouages qu'on trouve chez les membres des gangs mexicains. Un des deux personnages principaux, Willy Di Casper, est un membre du gang MS-13 ou Mara Salvatrucha 13, qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres. La plupart du temps, ils se font tatouer MS-13 ou le chiffre 13, parfois en chiffre romain, ainsi que d'autres images évoquant leur parcours, leurs épreuves et leurs crimes. Le tatouage fait partie du processus d'intégration. Ils apparaissent dès les premiers délits commis. Placés sur des parties visibles du corps, le visage en particulier, ils font autant office de signes distinctifs que de contrats inaliénables. C'est une preuve de loyauté indélébile au gang, volontairement ou par la force des choses, car le tatouage forcera le porteur à se mettre au banc de la société. Ainsi, au cinéma, les tatouages portés par des criminels ou des personnes commettant des actes criminels sont là pour asseoir leur dangerosité et leur position dominante, en plus de provoquer l'imagination vis-à-vis de leurs actes passés. Même si certains y arrivent moins bien que d'autres. Your frog is leaking. Tostada grande. Gentlemen, we have an imposter. Mr. Peru is Mr. Magoo. Why would Peru disguise himself as Magoo? Shut up, you idiot! Kill him! Cependant, si les films s'inspirent et essaient même parfois de dépeindre notre monde de façon la plus réaliste possible, ils peuvent aussi avoir une influence négative sur lui. Je discute avec elle et je me rends compte qu'elle a des tatouages. Du coup, je me suis dit, putain, soit c'est une stripteaseuse, soit c'est une tôle. Tu sais que je suis tatouée, moi. Ah ouais? Et tu danses bien? Je sais pas, je sors de tôle. Blaireau. Encore aujourd'hui, le tatouage conserve dans beaucoup de parties du monde une image extrêmement négative, malgré son gain constant de popularité. C'est encore pour beaucoup une démonstration de rébellion contre le système, la société ou l'autorité, ou une preuve de mauvaise fréquentation. Et une partie de la responsabilité vient des médias et de leur façon de représenter le tatouage. Sur tous les films précédents, seulement 5 présentaient des femmes tatouées. Volontairement, bien sûr, on ne compte pas les femmes forcées à en porter. J'ai donc eu envie de leur consacrer une partie entière de cette analyse. Et même si, heureusement, le tatouage chez la gente féminine prend des formes assez variées, je voudrais commencer par parler de l'esthétisation des corps. Chez les hommes, les tatouages peuvent bien sûr servir à mettre en avant la beauté du corps, notamment par la mise en valeur des muscles. Cependant, il est important de noter que la sexualisation n'a pas la même portée que pour les femmes. En effet, la nudité masculine sert de démonstration de force, de puissance. Un corps d'homme nu l'aide à s'assurer une position de dominant sur celles et ceux à qui il l'impose. Tandis que chez les femmes, la nudité est souvent soumise au prisme du regard masculin, encore majoritaire dans le domaine de l'art. La nudité féminine est un objet à contempler, à usage de celui ou celle qui regarde. Dans Black Swan, la danseuse Nina entre en compétition pour le rôle de la reine des cygnes du célèbre ballet de Tchaïkovski avec Lily. Si Nina serait parfaite pour incarner le cygne blanc, Lily devient peu à peu, dans son esprit, l'incarnation et la provocatrice de l'apparition du cygne noir. La danseuse, incarnée par Mila Kunis, porte un tatouage dans le dos. De loin semblable à 2 ailes noires, il s'agit en réalité de 2 lys. Bien plus qu'une simple illustration de son prénom, Lily étant l'appellation anglophone de la fleur de lys, c'est une plante riche en symbolique. Bon, c'est bien sûr l'emblème de la monarchie française, mais ça, on s'en fout. Mais aussi celui du deuil, de la pureté et de la féminité. Et là, ça nous intéresse déjà un peu plus. Bien plus qu'une rivale de Nina, une cristallisation de ses peurs de ne pas être à la hauteur de son rôle, Lily est pour elle un symbole d'une féminité libre, notamment au niveau de la sexualité. Nina est une femme corsetée, toujours dans une maîtrise quasi robotique de son corps, emprisonnée entre une image de vierge innocente imposée par sa mère et une image sexualisée au service de la vision d'un homme exigée par le metteur en scène. Lily va devenir, en quelque sorte, l'instrument de sa libération, notamment sexuelle. N'oublions pas que, sous le regard masculin, l'homosexualité féminine prend un parfum d'interdit, de sexualité débridée et non conforme. Nina doit faire le deuil de qui elle était et se transformer pour se réaliser. It's my turn. En revanche, le traitement du lesbianisme à travers le tatouage va prendre une toute autre dimension sous un regard féminin. Dans Spider Lilies, Jade, une camgirl, rencontre une tatoueuse, Takeko, et les 2 femmes tombent passionnément amoureuses. Takeko porte sur son bras des licorices, ou Spider Lilies en anglais, que Jade lui demande de reproduire sur elle. Cette fleur est hautement symbolique au Japon, car du fait des légendes qui l'entourent, elle représente le deuil ou bien un amour interdit ou contrarié. D'abord symbole pour Takeko de la mort de son père, dont le traumatisme a fait perdre la mémoire à son petit frère qui ne garde que le souvenir de ses fleurs, le tatouage devient un lien inaliénable entre les 2 femmes, les séances devenant quasi thérapeutiques pour Takeko
mais aussi un voyage dans la mémoire pour Jade, dont Takeko a en fait été le premier amour quand elles étaient enfants. C'est aussi une très belle illustration du lien de codépendance entre un artiste tatoueur et la personne qui se fait tatouer. Le ou la tatouée confie sa peau à l'artiste pour qu'il ou elle puisse y exprimer son art, et l'artiste met son savoir au service du client ou de la cliente pour lui offrir une pièce qui n'appartiendra qu'à elle ou à lui. Quand les deux femmes sont séparées par des circonstances tragiques, l'arrêt du travail du tatouage de Jade devient un symbole de la rupture tant physique qu'émotionnelle entre les deux personnages. Il existe peu de films présentant des femmes tatoueuses. Les femmes sont le plus souvent cantonnées au rôle d'objet de l'esprit créateur de l'artiste. Dans La Rose tatouée, la fleur que s'est fait tatouer la maîtresse du mari décédé de Serafina devient le symbole de sa honte et de la trahison de ses valeurs du bonheur conjugal, ainsi que du souvenir du mari qui l'a trompée et dont elle doit se libérer pour pouvoir redécouvrir la passion. Dans ce film, ceux qui se font tatouer sont prisonniers de leur passion au point de l'inscrire dans leur peau. Évidemment, d'autres exemples viennent briser cette image de passivité. Bien que portant de nombreux autres exemples d'art corporel, le tatouage le plus emblématique de Lisbeth Salander est le dragon qu'elle porte dans le dos. Placé du côté du cœur, ce symbole traditionnellement masculin montre sa force de caractère et sa puissance de destruction quand il s'agit de punir les criminels. Mais l'un des exemples les plus intéressants de tatouages portés par des personnages féminins se trouve dans The Blind Woman's Curse. Akemi Tachibana est la chef yakuza d'une bande exclusivement féminine, dont chaque membre porte dans son dos un fragment d'un même tatouage. C'est bien sûr une reprise de la tradition du tatouage comme marque d'appartenance à un clan, ici criminel. Mais c'est surtout une démonstration de sororité, puisque toutes ces femmes utilisent leur corps et leur individualité pour ne former qu'un tout. Quand, après avoir blessé une rivale lors d'un duel, les femmes du clan d'Akemi sont assassinées une à une et scalpées de leur tatouage, c'est ce lien et cette solidarité qui est attaqué. Comme ces femmes ne font plus qu'une, en les tuant et en mutilant leur chair, c'est Akemi qui est atteinte. Cette sororité devient dangereuse quand Akemi devient l'objet de cette vengeance. Au départ héritage civilisationnel vieux de plusieurs milliers d'années, le tatouage s'est depuis ancré dans notre société contemporaine. Et comme beaucoup d'autres phénomènes gagnant en popularité, il est aussi devenu un sujet cinématographique. Aujourd'hui, il est même devenu un moyen pour les cinéphiles de démontrer leur amour, leur passion et leur révérence pour cet art, autre que l'achat de figurines ou la confection de costumes. Un des arts les plus anciens au monde est utilisé pour rendre hommage à un des plus récents. Cependant, les styles et la popularité de tel ou tel motif évoluent de plus en plus. Et il se trouve que dans les films, ça a un peu du mal à suivre. Malgré une ouverture au niveau des types de population se faisant tatouer, il est évident que dans la fiction, on continue de voir une grande part de clichés pouvant aller jusqu'à la caricature. Quand on voit les préjugés que subit encore le monde du tatouage et le pouvoir d'influence du cinéma sur les mentalités, il serait intéressant de le voir mettre en avant son aspect artistique, son aspect cathartique ou son pouvoir guérisseur. Le tatouage est un art tellement riche qu'il serait dommage de ne pas profiter de cette richesse et de ne pas la présenter au monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, vous imaginez même pas. L'été arrive, donc on protège ces tatouages avec de l'indice 50 et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Salutations!